Good morning, ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. Health Update is a 26-minute bilingual weekly program where we uncover the hidden truths of health, one amazing discovery at a time. And for today's edition, we're going to be talking about sickle cell anemia, and for that, we'll be receiving a patient that is different from what we have been doing, receiving doctors all along. So today, we'll receive somebody who has lived with sickle cell anemia for 45 years of his life. But before we discover who he is, let's meet François Kevin Djega. He has the health news that marked the week. Tout en fin de semaine dernière, les autorités sanitaires du pays ont doté 3 couveuses à l'hôpital du district de l'arrondissement de Tian à l'ouest Cameroun. C'est un don qui vient redonner espoir aux parents d'enfants nés avant terme dans cette formation hospitalière. Restons à l'ouest Cameroun, toujours dans la ville de Tian, où se tiendra du 22 au 25 novembre 2023 le 16e congrès de pédiatrie. C'est à cette occasion que la Société camerounaise de pédiatrie, conduite par le professeur Tetaye Ekwe, a été reçue en audience le 26 septembre dernier par le ministre de la Santé publique. Il était question pour ces derniers d'examiner les articulations de cette rencontre de novembre prochain, à laquelle participeront d'éminentes personnalités du domaine de la pédiatrie et de renommée mondiale. Le 20 septembre dernier, les experts de l'UNFPA ont organisé à Yaoundé un atelier de l'élaboration des procédures opérationnelles standards sur les violences basées sur le genre au Cameroun. Dans la région du château d'eau du Cameroun, notamment dans la Damawa, l'occasion de la journée mondiale du pharmacien a permis de remettre sur la table l'épineux problème du médicament de la rue qui devient de plus en plus une plaie béante dans la chaussure des autorités sanitaires. À l'occasion de la journée mondiale des sourds célébrée le 23 septembre dernier, plusieurs associations se sont réunies dans la ville de Yaoundé, des rencontres et des conférences pour revendiquer leurs identités et les mêmes droits que tous les citoyens. Alain Dimpou, président régional du littoral de l'Association des journalistes et professionnels de la communication, a cassé son micro le week-end dernier à Douala dessus des maladies. Il était par ailleurs grand reporter au quotidien privé Le Messager, où il a occupé plusieurs postes. Allons tout de suite au-delà de nos frontières. Du côté de la France, le nombre d'IVG a augmenté en 2022, atteignant son plus haut niveau depuis 30 ans. Après 2 ans de baisse exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse a augmenté l'année dernière. Les femmes âgées de 20 à 29 ans sont les plus concernées par cette hausse. Tuberculose. Après la pandémie à Covid-19, l'Organisation des Nations Unies cherche à revitaliser le combat. La déclaration politique adoptée vendredi dernier à New York, lors du sommet contre la tuberculose, fixe de nouveaux objectifs alors que les précédents n'ont pas été atteints. Car la Covid-19 a capté l'attention et les ressources selon l'Organisation mondiale de la santé. Actu Santé se referme pour ce jour. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Thank you, François Kevin Djega, for the health news that marked the week. See you next week, and if, of course, you're going to be part of us. Now let's meet Tatiana Mvondo. She went downtown Yaoundé, met with Yaoundé city dwellers, equally met with a medical doctor who explains what sickle cell anemia is, who explains equally how to live with sickle cell anemia without any problem. She and Pierre Parfendongo went downtown for this report. Longtemps restée inconnue du grand public, la drépanocytose, pathologie qui se manifeste généralement par des douleurs articulaires aiguës, est de plus en plus connue aujourd'hui. Oui, je connais bien la drépanocytose. C'est que ça dépend du groupe sanguin des parents. Si les parents sont AS ou AA, l'enfant peut naître avec cette maladie. Oui, les gens en souffrent. Oui, j'ai entendu parler, oui. Selon moi, la drépanocytose sont les enfants qui sont nés, qui n'ont pas les gènes, des parents qui n'ont pas les gènes compatibles, quoi. L'électrophorèse des 2 parents n'étaient pas compatibles. Ça veut dire qu'un AA ne peut pas faire les enfants. Un AA peut faire les enfants avec tout le monde, mais d'autres qui a une ADN contraire ne peut pas. En tout cas, c'est en fonction de ça qu'on peut faire les enfants drépanocytés quand l'ADN n'est pas compatible.
C'est une maladie chronique grave du sang qui touche l'hémoglobine, protéine présente à l'intérieur des globules rouges. Elle est due à des mutilations présentes chez les parents. Ton partenaire ne doit pas être même sanguin que toi. C'est quand un AS fait un enfant avec un AS, ça donne un SS. Et maintenant, le bébé fait la maladie. Le seul moyen de l'éviter reste donc le dépistage des parents afin de vérifier qu'ils ne sont pas porteurs sains de la maladie. Quand tu croises un partenaire, un homme qui te fait la cour, comme on dit au quartier, tu te laisses aller. Normalement, tu dois d'abord passer par les visites pour voir si ton sang correspond avec le sang de ton partenaire pour que vous puissiez faire les enfants normaux. Maintenant, avec tout ce qui se passe là, tu te laisses aller. C'est après, maintenant, quand vous êtes en couple, que tu te rends compte que c'était une erreur. Consultation, l'électrophorèse et savoir connaître son groupe sanguin pour ne pas aller avec une personne qui a le même groupe sanguin que vous, par exemple les SS. Les examens d'abord pour savoir si on est AS et si le partenaire aussi est AS. Pour éviter de faire ces enfants malades, il faut, quand vous rencontrez votre promise, avant de vous engager, il fallait faire les examens avant. Comment on dit ça? Il fallait faire un bilan de santé prénuptial, non? Oui, les examens prénuptial, ça veut dire que les examens de compatibilité pour voir si vous êtes compatible, si vous pouvez faire les enfants normaux ou pas. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire ça, ça ne sert à rien de forcer ou de continuer dans une relation que plus tard vous allez souffrir, vous allez travailler plutôt pour élever, pour soigner ces enfants, parce qu'à long terme, le résultat n'est pas toujours ça. Le couple se retrouve en train de souffrir. La drépanocytose est une maladie génétique qui torture celui qui en souffre ainsi que son entourage direct, raison pour laquelle médecins et responsables associatifs multiplient les campagnes de sensibilisation et les dépistages pour réduire sa propagation. Bon retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous le disais à l'entame de l'émission qu'aujourd'hui, nous recevons un patient de la drépanocytose. Contrairement aux émissions antérieures, nous avons reçu des médecins. Mais aujourd'hui, nous recevons un malade et Monsieur Jacques-Serge Nem est l'invité d'aujourd'hui. Il va nous parler de la drépanocytose du point de vue d'un malade. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Health Update. Merci. Alors, vous allez nous parler de la drépanocytose du point de vue d'un malade. Nous avons regardé un reportage tout à l'heure qui nous a décrit les signes et symptômes de la drépanocytose et comment est-ce que des personnes se retrouvent à avoir cette maladie. Mais alors, du point de vue d'un malade, c'est quoi la drépanocytose? Merci pour la question et la préoccupation concernant les patients qui souffrent de la drépanocytose. En fait, un drépanocytaire, c'est quelqu'un qui vit constamment dans la douleur. En ce qui le concerne, constamment dans la douleur, constamment dans des affections parce que il a des changements, par exemple, de température qui peuvent causer soit une crise, soit une montée de fièvre. Ça va dépendre des différents patients. Donc, c'est des crises très aiguës. C'est des maux au niveau des articulations. Les articulations font très mal, ou alors dans le dos. Donc, et puis, il peut y avoir, par exemple, des bouffées de chaleur. Et là, on a souvent besoin d'être oxygéné. On veut de l'air pur et tout. Donc, c'est comme ça que je peux brosser les instants de crise d'un drépanocytaire. Il peut avoir une crise qui se localise, par exemple, sur un membre. Et là, il n'arrive plus à marcher.
D'accord. Maintenant, voilà. parlons de vous en tant que personne. Il y a combien d'années vous avez été diagnostiqué de la drépanocytose? Diagnostiqué de la drépanocytose tout petit, hein, tout jeune. Et vous avez commencé à faire la maladie immédiatement? Oui, oui. En fait, les parents ne savaient pas de quoi il s'agissait. C'est à l'hôpital qu'on leur a fait comprendre que je suis drépanocytaire. Nous sommes 4 enfants et dans les 4, je suis le seul qui a eu le gène SS parce que je suis SS à 100%. Donc, SS homozygote. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu avoir cette information et prendre les dispositions qui s'imposaient pour m'accompagner dans cette maladie-là. Parce que ce n'était pas facile, parce que les crises, elles peuvent se répéter et il faut bien avoir un dispositif, un protocole qu'il faut pouvoir dérouler pour atténuer ces moments de douleur. Justement, parlons de ces crises-là. Plus de 40 ans aujourd'hui, comment avez-vous vécu ces crises-là? Décrivez-les, s'il vous plaît. C'est des moments de douleur. Et même parfois, je peux dire de tristesse, parce qu'on se retrouve seul à supporter une crise qui est très aiguë, qui est, je disais, à un moment localisé ou bon. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en pleine crise? On appelle la maman, on appelle le papa ou un frère et on se fait masser. Il faut bien qu'on masse, on atténue la douleur. Et les massages, ça aide? Oui, les massages, ça aide. On se fait masser avec des produits, des baumes et tout ça pour calmer. Et puis on prend des anti-inflammatoires. Et bon, mais les anti-inflammatoires, si on en prend un peu trop, on a une autre infection qui va surgir, par exemple le mal d'estomac. Donc, vous voyez, c'est pas des moments, c'est pas gai en fait. C'est pas gai, c'est difficile à vivre, mais on supporte, surtout quand on prend conscience de cela. Il faut bien supporter et se dire, on est malade, on a une maladie. Et on va vivre les médecins ont fait comprendre qu'elle est chronique et il faut vivre avec. Et on vit avec. Il est possible de vivre avec, hein, contrairement à certains stéréotypes. Vous êtes un exemple patent. Donc, c'est ainsi que c'est des moments vraiment très difficiles. Vous avez l'air plutôt bien. Comment vous faites pour avoir une vie presque normale avec la maladie? Peut-être, je dirais, par rapport à cette préoccupation, j'ai eu des parents qui ont été éclairés par les médecins et puis ils ont pris conscience de la maladie et m'ont fait comprendre qu'il faut bien que j'adopte une certaine hygiène de vie parce que ça s'impose et c'est comme ça qu'ils veillaient à ce que j'ai des médicaments, que je mange bien, pas beaucoup, hein, bien. Équilibré. Et il faisait tout, mettait toute l'artillerie qu'il fallait pour que je sois en bonne santé. Bon, mais malheureusement, malgré tout ça, la crise va toujours survenir et puis justement, est-ce que ces crises-là ont des périodes ou alors elles surviennent à n'importe quel moment? Non, elles surviennent à n'importe quel moment. Alors vous pouvez être assis sur ce plateau et puis vous faites une crise? Oui, c'est possible. Wow. Oui, c'est possible. Mais moi, j'ai eu la chance, quand j'essaie un peu à l'observation, généralement, mes crises me survenaient entre 23h et 4h du matin. Mais là, vous n'avez pas peur quand vous êtes seul pour la plupart du temps? Non. Là, quand c'est très aigu, on appelle les parents. Et moi, j'ai mon petit paquet de médicaments là,
Donc quand ça commence, je prends des anti-inflammatoires, je prends l'acide folique, je prends les reconstituants sanguins, donc j'essaye d'avaler ça. Je bois beaucoup d'eau. C'est comme ça que j'essaye de surmonter la crise. Mais quand ça ne va pas, je suis obligé d'appeler les parents pour leur faire comprendre. Mais maintenant, vous ne vivez plus avec des parents. Vous êtes, je vois une alliance sur votre vous êtes avec une femme. Et comment est-ce qu'elle a pris ça au début? Non, bon, elle a bien pris ça. Parce que vous voyant faire des crises? Oui, bon, c'est vrai qu'au début, c'était difficile. C'était difficile. Elle se disait comment elle va s'en sortir avec... elle a pris pour partenaire de vie quelqu'un qui est malade, une maladie chronique et tout. Ben, je lui ai fait comprendre que si moi je suis arrivé à ce niveau et qu'elle a accepté de faire sa vie avec moi et qu'on aura une vie commune, il faut bien qu'elle s'y fasse. Et je lui ai donné les astuces en cas de crise. Voilà ce qu'il faut faire, voilà. Et puis, comme je disais, quand je fais ma crise, si au-delà de 4 heures, elle continue, je dois être hospitalisé automatiquement. Parce que quand on fait des crises, on se dépense beaucoup, on est fatigué et tout, voilà. Et je dois aller à l'hôpital. Mais j'arrive à surmonter et puis autour de peut-être 7 heures, 8 heures, je vais prendre un bon bain chaud. Et c'est là où vous arrivez à dormir? Et puis je vais m'endormir et puis bon, voilà. Est-ce que la drépanocytose vient avec d'autres maladies, c'est-à-dire des calculs rénaux ou des gens qui prennent excessivement de médicaments? Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui accompagnent? Oui, quand ça se complique, généralement, on voit drépanocytose palud, drépanocytose et autres infections. Une maladie chronique s'accompagne toujours d'autres maladies. Tu peux prendre un repas et puis tu as des douleurs d'estomac, le ventre fait mal et tout, et ça t'entraîne la crise. Donc voilà comment ces choses se manifestent. Bon, je parle peut-être... En étant drépanocytaire, on ne sait jamais quoi faire et quoi pas faire. Non. On a son protocole, on essaye de le dérouler, mais s'il y a une certaine infection et que la crise survient, ça s'aggrave. L'Organisation mondiale de la santé estime que 20 millions de personnes dans le monde souffrent de drépanocytose. Considérez-vous que vous êtes malchanceux de faire partie de ce nombre, étant donné que parmi les enfants de vos parents, vous êtes le seul à avoir cette maladie? Non, malchanceux, non, je ne dirais pas. J'ai pu intégrer et surmonter cette maladie. J'ai dit, il faut bien que je vive avec. Et je sais que dans la famille, je pense que c'est ce qui a motivé. J'ai une grande sœur qui est médecin. Je pense que c'est en voyant ces crises répétées et tout, elle a dit non, il faut que je fasse médecine pour sauver mon petit frère. Bon, et voilà. Donc, à chaque fois, en cas de crise, j'appelle le médecin, je lui dis, bon, voilà. S'il faut qu'elle m'hospitalise, elle déroule le protocole au niveau du centre hospitalier et puis on m'hospitalise. S'il faut si c'est très grave, une transfusion, on me fait une transfusion. Puisque en tant que drépanocytaire, je suis un patient receveur des produits sanguins. De nos jours, y a-t-il un traitement curatif de la drépanocytose? Ou alors préventif, même pendant qu'une femme est enceinte, est-ce qu'on peut... Non, préventif... Oui, préventif dans le cadre d'une hygiène de vie bien contrôlée. Préventif parce qu'il y a des alertes, en fait, au niveau, quand on vit au quotidien. On peut avoir subitement une douleur, une fatigue. Ce qu'il faut faire, il faut rapidement, par exemple, prendre des
des médicaments et puis on se restabilise. Sinon, quand on accumule trop, parce que c'est des hématies qui sont mal formées et qui s'accumulent au niveau des articulations. Et quand les organes ne sont plus oxygénés, on fait la crise. C'est pour ça qu'on a besoin du grand air pour qu'on puisse être dans des conditions favorables et qui nous permettent de bien vivre. Alors en 2023, est-ce qu'il y a des possibilités pour deux porteurs, c'est-à-dire AS, de faire des enfants, tous des enfants sains? Oui, s'il y a un suivi médical. Ce suivi-là permettrait d'éviter la naissance d'un enfant drépanocytaire. Mais ça, c'est sous le contrôle vraiment des médecins spécialisés et tout. J'ai eu à lire dans une revue qu'on peut agir sur l'embryon, quelque chose comme ça. Mais les médecins pourront vous édifier là-dessus suffisamment. Mais c'est possible. À votre niveau, donc, j'ai lu quelque part que vous êtes le président de l'association SOS Action DREPA. Vous faites quoi à votre niveau pour éviter que les cas se multiplient? Bon, c'est une campagne de sensibilisation au quotidien. On demande aux parents de faire le suivi des enfants et d'avoir un œil vraiment sur ces enfants. Ce n'est pas à dire que les autres enfants doivent être délaissés. Non, non. Tous ont les mêmes prérogatives, j'allais dire. Mais particulièrement, il faut mettre un accent sur cet enfant-là parce qu'il est fragile. C'est une maladie qui est chronique et elle est invalidante. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive à des situations où l'enfant arrive à perdre l'usage de certains membres. Oui, parce qu'il y en a. Alors, en grandissant, on se disait que des drépanocytaires ne vivaient pas au-delà de 21 ans, mais vous nous avez montré qu'on a tort sur toute la ligne. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous avez un mot pour la fin? Oui, bon, le mot pour la fin, c'est que je vais dire aux parents de continuer à s'investir dans cette lutte-là, au cas où ils auraient un enfant drépanocytaire. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras, qu'ils lui donnent la chance de pouvoir vivre et de demander à ceux qui veulent former un couple de faire l'examen d'électrophorèse d'hémoglobine pour voir si à l'avenir ils n'auront pas un enfant drépanocytaire parce qu'on peut l'éviter. Donc s'il y a des dispositions qui permettent d'éviter, il faut bien qu'on se rapproche des techniciens en la matière pour éviter. Ou alors, bon, moi par exemple, moi j'ai mon épouse, j'ai eu la chance, elle est AA, moi je suis SS, donc tous mes enfants, j'en ai 4, ils sont AS, et ils se portent bien. Dieu merci. Okay, voilà. Alors, de toute la team Health Update, nous vous souhaitons bonne chance et bon courage pour la suite et surtout une santé de fer. On se dit à la prochaine. Merci. Ça me donne beaucoup de tonus. Je pense que en me voyant, d'autres personnes seront encouragées. Oui, ça met les gens dans l'espoir, dans l'espérance. Okay, je vous remercie. Alors, contrairement à Jacques-Serge Niem, Maureen Enanga, elle est AS, mais elle fait la maladie. Elle a des symptômes, elle a des maux d'articulation, elle a de temps en temps la perte de vue et des médecins disent que son S est dominant sur le A. Regardons ce qu'elle a à nous dire dans ce reportage qui va suivre. My name is Enagamorin Sylvia. My genotype is AS, but the S dominates more than the A, which means I have crisis just like
and SS patients. Some of these symptoms include weakness, severe headache, the right part of my body gets stiff, which makes it inactive, my chest pain, and I have difficulties in breathing. I also experience blurred vision and feel pains all around my body. So in order to prevent this crisis, I always keep myself warm, drink a lot of water, and eat properly. I also make sure I don't touch cold water because it provokes crisis. I neither should be too cold or too hot. I just have to keep my body warm in order to prevent the crisis. And I also make sure I eat a lot of fruits and vegetables. It has been a challenge in various activities of my life, but I always make sure I keep warm. Merci, mesdames et messieurs. Allons maintenant à la rencontre de Valérie Naesomba. Elle revient avec les astuces du jour. L'os est une structure rigide fortement minéralisée qui constitue le squelette de l'homme. Il joue le rôle de soutien. Pour garder une bonne santé osseuse, nous vous proposons cette semaine des petits conseils afin d'éviter des maladies liées à la dégradation des os. Pour garder la solidité des os, il est impératif de choisir des aliments riches en calcium comme le lait, le yaourt, les fromages, le haricot, la noix, le poisson, les légumes verts comme le chou et les épinards, mais aussi les fruits riches en vitamine C comme les oranges. Consommez suffisamment de la vitamine D que vous pourrez en trouver dans les poissons gras, les boissons faites à base de riz, de la margarine et même du jaune d'œuf. Mangez tout également des aliments disposant d'éléments nutritifs à l'instar des viandes à chair blanche comme les volailles. Mangez les fruits de mer comme les crevettes et les crabes. Il est tout de même nécessaire de demeurer actif au moins pendant 150 minutes par semaine en pratiquant des exercices sportifs comme la course, la marche, la danse et des exercices d'étirement. Limitez votre consommation de caféine car une trop forte consommation de caféine peut réduire la quantité de calcium présent dans les os. Réduisez suffisamment votre consommation d'alcool aussi, soit environ 2 verres par jour ou 10 à 15 verres par semaine. Ne pas trop manger de sel parce que l'excès de sel affaiblit de manière conséquente la densité osseuse. Consultez un diététiste pour vous indiquer les régimes alimentaires à adopter pour garder vos os en bonne santé. Alors, retenons que l'entretien des os n'est pas seulement lié à des personnes âgées ni aux enfants en bas âge, mais c'est une affaire qui concerne tous les individus. Voilà donc qui met un terme à notre astuce cette semaine. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Now, thank you, Valerina, for always sourcing out the best tips for us on Health Update. Thank you, ladies and gentlemen, for staying tuned up till this point on the program Health Update. See you next weekend, but don't forget to get linked to our social media handles, particularly Facebook at Health Update Vision Cat Television. Until next week, do stay healthy. Bye-bye.